Bonjour, mon nom est Hilaire. Et mon nom est Ariane. Dans le bulletin de nouvelles, nous allons vous présenter les événements marquants du Canada de 1929 à 1945. Premièrement, dans le contexte économique, nous avons les années folles. Les années folles font référence à la période allant de la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. En effet, l'économie était en plein essor, ce qui signifie que les entreprises et les activités se développaient rapidement. Dans les années 1920, il est devenu facile pour les gens d'acheter des biens à crédit, leur permettant d'accueillir des objets de valeur. Après la fin du conflit, la nouvelle génération rêve d'un monde nouveau. Après toute cette souffrance, il est temps de s'amuser. Les années folles ont marqué le début d'une masse culture, notamment le cinéma, le jazz, la publicité, la radio et la mode. C'est une période de changement culturel, social et économique après la Première Guerre mondiale. En effet, les villes canadiennes changent complètement dans l'urbanisme et dans l'industrie. Le style des femmes change radicalement. Les robes plus courtes, formes moins marquées, chapeaux profonds et chaussures simples. Montréal était un lieu très populaire pour le jazz durant les années folles, mais aussi pour la danse, la radio et le sport. Voici un extrait montrant cela. Durant les années folles, on veut chanter, on veut danser. De nombreux cabarets apparaissent dans les villes, plus particulièrement à Montréal. Avec l'arrivée de la radio dans les maisons, le sport se démocratise et devient accessible même aux moins nantis. Dans les années 20, les femmes s'affranchissent de plus en plus. Elles font ce qu'elles n'osaient pas faire auparavant. Fumer en public, boire des cocktails, avoir des cheveux courts et porter un pantalon. Mais pourquoi parlons-nous des années folles si elle a débuté en 1919? Avec toute cette surconsommation, l'inflation est devenue un problème. Trop de gens achetaient à crédit, ce qui a mené une accumulation de dettes. Cela a contribué à l'éclatation de la crise économique de 1929, appelée la Grande Dépression. La Grande Dépression, également appelée le crash, désigne la crise économique des années 1930. Contrairement aux années folles, cette période a été marquée par un ralentissement économique qui a touché toute la nation. La crise s'est produite parce que de nombreuses personnes se sont lancées dans la bourse sans véritable compréhension de son fonctionnement. Tragiquement, la surproduction et la surconsommation ont amené les industries à essayer de vendre leurs actions. Trop de gens se sont ainsi tournés vers la bourse, provoquant une baisse de la valeur des actions à mesure que les prix montaient. Face à ces pertes, il y avait un endettement massif. La consommation a alors diminué, réduisant la demande et par conséquent sa production, ce qui a finalement conduit à des pertes d'emploi. Environ 30% des Canadiens étaient sans emploi et plus de 85 000 entreprises ont fait faillite. En effet, la chanson de Marie-Anne Bolduc illustre poignamment la réalité de la Grande Dépression. Elle témoigne des souffrances quotidiennes des gens touchés par le chômage. Voici une de ses chansons on se plaint à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à mon pain sec. Y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. Ainsi, Marie montre comment les gens se trouvent dans les rues sans chômage, sans argent, sans nourriture, témoignant de la véritable catastrophe de la crise économique. La prohibition. La prohibition est la période entre 1920 et 1933 dans laquelle la fabrication, la vente et le transport d'alcool étaient interdits. La prohibition au Canada est née grâce au mouvement de tempérance qui voulait limiter ou interdire complètement l'alcool. Les participants de ce mouvement croyaient fermement que l'alcool était à l'origine de nombreux problèmes sociaux. Ainsi, en 1878, une loi appelée la Loi de tempérance du Canada a permis aux municipalités de choisir si elles souhaitent interdire la vente d'alcool sur leur territoire local. En 1916, de plus en plus de provinces ont commencé à mettre en œuvre la prohibition. Voici une image qui montre une manifestation contre la prohibition qui a eu lieu à New World en 1931. Les participants tiennent des pancartes avec le slogan « We want beer » exprimant leur opposition à l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Malheureusement, comme nous le savons tous, tout ce que la prohibition a amené est la hausse de la criminalité, de la contrebande, la perte d'argent pour le gouvernement et la difficulté à faire respecter la loi.
la contrebande et la transportation illégale des boissons alcoolisées vers les États-Unis. Une des plus fameux navires de contrebande est nommée I'm Alone, qui a ainsi coulé le 22 mars 1929 dans le golfe de Mexique en dehors des eaux territoriales américaines. Voici une vidéo qui explique c'est quoi la prohibition. Entre 1920 et 1933, la prohibition a cours aux États-Unis, c'est-à-dire que la vente et la fabrication d'alcool sont illégales. Durant un certain temps, les mesures de prohibition s'étendent également aux provinces canadiennes, à l'exception du Québec. Plusieurs provinces ont remis en question cette politique, mettant en évidence ses effets négatifs. Par exemple, le Québec a organisé un référendum le 10 avril 1919 qui a porté sur la légalisation de la vente de bière, de vin et de cidre dans la province. Les résultats ont montré que 78,62% des voix ont dit oui à la légalisation, tandis que 21,38% étaient contre. Ainsi, le gouvernement a compris que l'interdiction totale ne fonctionne pas. Ils ont donc changé de stratégie. Au lieu d'interdire, ils ont autorisé l'alcool mais avec des règles strictes, par exemple, l'âge. Par exemple, en Ontario, c'est l'âge de 19 ans. Maintenant, dans le contexte politique, le droit de vote des femmes au Québec est seulement accordé le 25 avril 1940, qui est la dernière province du Canada à l'obtenir. Mais ce n'était pas une lutte facile. La Ligue des droits des femmes, une organisation québécoise qui lutte pour les droits de la femme, est créée en 1929 et est présidée par Thérèse Cagrin. La Ligue est active jusqu'en 1940 et diminue ses activités après l'obtention du droit de vote des femmes au Québec, ce qui était son but principal. La Ligue a compté jusqu'à 400 membres, aussi bien des francophones que des anglophones. Lors de campagne, la Ligue distribue des dépliants et organise des assemblées publiques à travers la province. Quand Radio-Canada ouvre un poste de radio en 1937, la Ligue l'utilise comme une façon de diffuser de l'information en leur cause. Thérèse Cagrin a créé une émission de radio nommée Fémina, où elle y présente des mises en scène drôles mais pertinentes au sujet de la situation des femmes dans la société, qui sont discutées par la suite à travers des entrevues ou des débats d'idées. Dans un épisode de Fémina, on encourage les femmes à s'inscrire et à obtenir leur carte électrice pour une élection complémentaire de Montréal-Saint-Jacques. Les émissions de radio sont un bon moyen d'éduquer les femmes qui, à cette époque, sont peu informées de leurs droits et de leurs pouvoirs dans la société. Cette affiche explique pourquoi les femmes devraient avoir le droit de vote et qu'en obtenant le droit de vote, les femmes auront une autorité égale à leurs responsabilités. Voici Thérèse Casgrain qui parle de son expérience dans le mouvement féministe. De 1923 au 21. Alors à ce moment-là, les femmes, les droits des femmes n'étaient pas très... Mais les femmes venaient d'avoir leur droit de vote au fédéral en 21. Et en 22, la Nouvelle-Écosse avait accordé le droit de vote aux femmes au provincial. Alors il n'y avait qu'une province au Canada où les femmes ne votaient pas au provincial. C'était le Québec. Alors évidemment, c'était assez ennuyeux. Dans le contexte social, il y a la participation des Autochtones dans la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 3000 Autochtones canadiens se sont engagés dans l'armée, même s'ils ont dû faire face à des obstacles comme le racisme, les lois injustes et les différences culturelles. L'un d'eux était Charles Tompkins. Charles Tompkins, un métis né le 8 janvier 1918 à Gourd, en Alberta, est mort le 20 août 2003 à Calgary. Il parlait couramment l'anglais, le cri et le français. Grâce à ces langues, il a servi comme soldat dans l'armée canadienne et aussi comme transmetteur en code pour l'US Air Force pendant 2 ans. Son travail consistait à traduire des messages militaires secrets de l'anglais vers le cri, une langue que l'ennemi ne pouvait pas comprendre. Cela permettait de garder les messages confidentiels pendant la guerre. Contrairement à la Première Guerre mondiale, le Canada a commencé à reconnaître le mauvais traitement envers les Autochtones après la Seconde Guerre mondiale. Des anciens combattants et des leaders autochtones ont fait pression sur le gouvernement canadien pour modifier leurs droits civils. Ainsi, le 8 novembre, la journée des vétérans autochtones, organisée notamment à Winnipeg, rend hommage à ceux qui ont servi comme Charles Henry Bice, Tommy Prince, et etc. Voici une vidéo qui explique cette journée. Que célébrons-nous au Canada le 8 novembre?
national des anciens combattants autochtones rend hommage à la bravoure et au sacrifice de près de 12 000 citoyens des Premières Nations, Métis et Inuits qui ont contribué à l'effort de guerre du Canada. Certains ont reçu des décorations, tandis que beaucoup sont restés anonymes. Les militaires autochtones passés et présents se sont également distingués en luttant contre la discrimination au sein des forces. Grâce à leur persévérance, les forces armées canadiennes poursuivent une mission de réconciliation. Maintenant, dans le contexte scientifique et technologique, l'invention de la motoneige et les développements dans l'énergie nucléaire. La motoneige est inventée en 1937 par Joseph Armand Bombardier, un inventeur et industriel québécois. Au cours des années 1960, les motoneiges deviennent plus popularisées partout au Canada. Jusqu'à ce temps, le transport sur la neige était seulement possible à ski, en raquettes ou en traîneau à chien. Durant les hivers intenses au Québec, la neige rend les services essentiels, comme les services médicaux, inaccessibles. Avec l'invention de la motoneige, des Canadiens qui vivent dans des régions rurales et nordiques peuvent se déplacer plus facilement et plus loin et briser leur isolement. Bombardier est un jeune mécanicien curieux et ingénieux. Dès 1935, il va développer son fameux système de traction Barbotin-Chenille qu'il va faire breveter. Il va recevoir le brevet d'invention en 1937. Et là, il va développer les autoneiges qu'on a connus, là, les B7, B12, etc. Son autoneige était commercial, puis c'était vraiment utilitaire. Le Canada a fait beaucoup de développement et d'avancement dans la recherche de l'énergie et des armes nucléaires de 1929 à 1945. En 1942, le Canada est devenu impliqué dans le projet Manhattan, le projet secret pour développer la bombe atomique. Donc, l'uranium canadien, qui venait principalement de la mine d'Eldorado, dans les territoires du Nord-Ouest, a été important pour les Alliés. Ici, on voit du piétage des mineurs qui cherchent de l'uranium. En 1943, le laboratoire de Montréal est créé pour faire avancer la recherche sur les réacteurs nucléaires. En 1945, le réacteur nucléaire de Chalk Lake est officiellement ouvert et devient le premier réacteur nucléaire en dehors des États-Unis. Voici une vidéo qui explique le premier réacteur nucléaire qui s'appelle le ZEEP. Un premier réacteur nucléaire fonctionnel hors des États-Unis est mis sur pied, le ZEEP. Construit au laboratoire nucléaire de Chalk River en Ontario, grâce aux recherches effectuées en amont à Montréal. Il produit uniquement 1 watt. Facile à manipuler, il est peu radioactif et de petite taille. Il sert de projet pilote pour le réacteur expérimental NRX, qui, avec ses 20 MW, est plus puissant. Il fonctionne à l'uranium naturel baigné dans l'eau lourde, provoquant une réaction en chaîne continue. Dans le contexte de l'identité du Canada, nous avons le statut Westminster. Suite au rapport Balfour de 1926 qui a déclaré que les Dominions et la Grande-Bretagne sont égaux, une loi a été créée par le Parlement britannique, le statut de Westminster de 1931, qui a officiellement reconnu le Canada comme nation. Adopté le 11 décembre 1931, le statut de Westminster a marqué l'indépendance du Canada. L'image ci-dessous et les politiciens qui signent cette loi. Voici une vidéo qui explique l'évolution du statut de Westminster. En 1931, le Parlement britannique adopte le statut de Westminster, qui accorde au Canada son autonomie tout en partageant le même monarque. Merci pour l'écoute et appliquez bien vos connaissances.